Chapitre 17. Une nouvelle raison de vivre. L'après-midi suivant, Anne, penchée sur son travail d'aiguille, devant la fenêtre de la cuisine, regarda dehors, par hasard, et aperçut Diana, près de la source des fées, en train de lui adresser des signaux mystérieux. L'espace d'une seconde, Anne était hors de la maison et filait à toute allure vers le vallon, ses yeux vifs traversés alternativement par des lueurs d'espoir et d'étonnement. Mais son espoir tomba d'un coup lorsqu'elle vit, à l'attitude de Diana, que celle-ci était profondément abattue. « Ta mère n'a pas renoncé !» lâcha-t-elle hors d'haleine. Diana, tristement, fit signe de la tête que non. Non, elle n'est pas revenue sur sa décision. Et oh, Anne, elle dit que je ne dois plus jamais jouer avec toi. J'ai pleuré, pleuré, je lui ai dit que ce n'était pas de ta faute. Mais tout cela n'a servi à rien. Tu ne peux savoir ce qu'il m'a fallu d'efforts pour qu'elle me permette de descendre ici te dire adieu. Elle m'a dit qu'elle ne m'accorderait que 10 minutes et qu'elle surveille l'heure de près. Il est difficile, en 10 minutes, de se faire des adieux pour l'éternité, soupira Anne, les yeux pleins de larmes. Oh, Diana, promettras-tu d'être toujours fidèle à mon souvenir, de ne jamais m'oublier, moi, ton amie d'enfance, en dépit des autres qui t'aimeront, te couvriront de caresses et de baisers? Oui, absolument, répondit Diana en sanglotant. Et je n'aurai jamais d'autres amis de cœur. Je ne veux pas en avoir. Je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre autant que toi. Oh, Diana, implora Anne en se tordant les mains. Tu m'aimes donc? Oui, bien sûr. Tu ne le savais pas? Non. Anne respira profondément. Je pensais que tu m'appréciais, bien sûr, mais je n'allais pas jusqu'à espérer que tu m'aimes. Tu sais, Diana, je ne croyais pas que quiconque puisse m'aimer. Personne ne l'a jamais fait, pour autant que je me souvienne. Oh, que c'est merveilleux. C'est un rayon de soleil qui éclaira pour toujours le chemin noir que je parcourais, privé de toi, Diana. Oh, je t'en supplie, dis-le-moi encore. Je t'aime, Anne, de tout mon cœur, confirma Diana résolument. Et je t'aimerai toujours, tu peux en être certaine. Et moi aussi, je t'aimerai toujours, Diana, dit Anne, levant la main solennellement. Dans les années à venir, ton souvenir brillera comme une étoile dans ma vie solitaire, comme le dit la dernière histoire que nous avons lue ensemble. Diana, m'accorderiez-vous une boucle de vos cheveux si noirs, puisque nous nous quittons pour toujours, en guise de souvenir que je pourrai chérir? As-tu quelque chose avec quoi la couper? S'enquit Diana, toujours préoccupée par des questions pratiques, en essuyant les larmes que le ton émouvant d'Anne lui avait arrachées à nouveau. Oui, j'ai heureusement mes ciseaux de couture dans la poche de mon tablier, dit Anne. D'un geste théâtral, elle coupa une boucle de la chevelure de Diana. Dieu te garde, ô très chère amie. Désormais, toujours en vivant si près, nous devrons demeurer des étrangères l'une pour l'autre. Mais mon cœur, ô chère Diana, vous restera toujours fidèle. Anne, immobile, regarda Diana s'éloigner, la mine défaite, en agitant la main à chaque fois que son amie se retournait. Puis, rassénérée quelque peu par le romantisme de ses adieux, elle revint à la maison. C'est fini, annonça-t-elle à Marilla. Je n'aurai jamais d'autres amis. Je suis en fait dans une situation pire qu'avant, car je n'ai plus ni Cathy Morris ni Violetta à présent, et même si je les avais, ce ne serait pas pareil. D'une certaine manière, les petites filles de rêve ne peuvent pas remplacer une vraie amie. Diana et moi, nous nous sommes fait des adieux si touchants en bas près de la source. Ce souvenir-là restera toujours sacré. J'ai utilisé le langage le plus pathétique que je connaisse, avec plein de vous et de mots solennels comme ça. C'est tellement plus romantique que les mots ordinaires. Diana m'a donné une boucle de ses cheveux. Je vais la coudre dans un petit sac et je le porterai autour du cou toute ma vie. S'il vous plaît, assurez-vous qu'on l'enterre avec moi, car je ne vivrai plus longtemps. Peut-être que Madame Barry, quand elle me verra ainsi froide et morte, éprouvera du remords et laissera Diana venir à mes funérailles. Anne, je ne crois pas que tu risques de mourir de chagrin aussi longtemps que tu pourras parler, rétorqua Marilla sans trop s'émouvoir. Le lundi suivant, Marilla surprit Anne qui descendait de sa chambre, ses livres sous le bras, les lèvres serrées, l'air résolu. Je retourne à l'école, déclara-t-elle. C'est tout ce qui me reste à faire dans la vie, à présent que mon amie a été brutalement séparée de moi. Là-bas, je pourrai la regarder, au moins, et songer aux jours passés. Tu ferais mieux de penser à tes leçons et à tes additions,
dit Marilla, s'efforçant de cacher le plaisir que ce changement d'attitude lui procurait. Si tu retournes à l'école, j'espère que nous n'entendrons plus raconter que tu casses des ardoises sur la tête des gens, et d'autres inepties du même genre. Tiens-toi correctement et obéis à ton maître d'école. Je tâcherai d'être une élève modèle, soupira Anne. Cela n'aura rien d'amusant, je suppose. Monsieur Phillips a déjà soutenu que Minnie Andrews était une élève modèle, et pourtant elle n'a pas le moindre gramme d'imagination. Elle est ennuyeuse, étroite d'esprit, et donne l'impression de ne jamais s'amuser. Mais je me sens si déprimée qu'après tout ça, ça me viendra peut-être plus facilement d'être une élève modèle. Je vais passer par la route. Je ne pourrai pas descendre le sentier des bouleaux toute seule. Si je le faisais, je sens que je verserais des larmes amères. Les élèves accueillirent Anne à bras ouverts. Son imagination leur avait grandement manqué, tant dans les jeux que dans les chansons, et privée de ses aptitudes théâtrales, les textes qu'on lisait à voix haute à l'heure du repas restaient pathétiquement ternes. Pendant la lecture de l'Écriture sainte, Ruby Gillis lui fit passer en cachette 3 belles prunes bleues, et la May Macpherson lui offrit une gigantesque pensée jaune qu'elle avait découpée sur la couverture d'un catalogue de fleurs, ce qui constituait un ornement à pupitre fort prisé à l'école d'Avonlea. Sophie Sloane proposa de lui montrer un nouveau modèle, tout à fait ravissant, de dentelle crochetée, extrêmement jolie sur l'ourlet des tabliers. Cathy Boulter lui donna une bouteille de parfum, pour y conserver l'eau qui servait à effacer son ardoise. Et Julia Bell recopia, avec grand soin, sur un morceau de papier rose pâle au bord dentelé, ses effusions lyriques. Pour Anne, quand le crépuscule baisse son rideau et qu'il l'attache d'une étoile, rappelle-toi que tu as une amie, bien que loin elle puisse faire voile. C'est tellement agréable d'être appréciée par les autres, confia ce soir-là avec un soupir de volupté Anne à Marilla. Les filles n'étaient pas les seules de l'école à apprécier Anne. Lorsqu'elle revint s'asseoir après le déjeuner, M. Phillips lui avait demandé de s'installer à côté de l'élève modèle Minnie Andrews. Elle trouva, sur son pupitre, une belle grosse pomme rouge. Anne s'en empara, prête à mordre dedans, mais se rappela soudain que le seul endroit dans tout Avonlea où poussaient de telles pommes, c'était le vieux verger des Blight, de l'autre côté du lac au miroir. Anne laissa tomber la pomme, comme s'il fût s'agi d'un charbon ardent, et, avec ostentation, s'essuya les doigts avec son mouchoir. La pomme resta intacte sur son pupitre jusqu'au lendemain matin. À ce moment, le petit Timothy Andrews, qui balayait l'école et allumait les feux, s'en empara d'office. Anne accueillit beaucoup mieux le cadeau de Charlie Sloane. C'était un crayon d'ardoise très particulier, d'au moins 2 sous, alors que les crayons ordinaires n'en coûtaient qu'un. Entièrement chamarré de papier rayé rouge et jaune, Anne fut flattée et charmée de recevoir un tel présent, et gratifia le généreux et infatué donateur d'un sourire qui le déboussola si fort que, monté au 7e ciel, il fit dans sa dictée des fautes grossières qui lui valurent de rester après les heures de classe pour les réécrire. Mais, à l'exemple de César dont le triomphe dépouillé du buste de Brutus rappelait encore plus à Rome l'absence de son illustre fils. Anne ne put que déplorer l'absence notable de cadeaux, voire de simples signes de reconnaissance de la part de Diana. Le manque de délicatesse de Diana Barry, assise de côté de Gertie Pye, rendait le triomphe d'Anne bien amer. Diana aurait pu au moins me sourire une fois, il me semble, se plaignit Anna Marilla ce soir-là. Mais, le lendemain matin, une note incroyablement chiffonnée et merveilleusement pliée en tous sens fut passée à Anne avec un minuscule colis. Chère Anne, écrivait Diana, maman dit que je ne dois pas jouer avec toi ou même te parler à l'école. Ce n'est pas ma faute, ne m'en veux pas. Je t'aime toujours autant. Tu me manques horriblement. J'aimerais te confier tous mes secrets, et je n'aime pas du tout Gertie Pye. Je t'ai fait un nouveau signet en papier de soie rouge. C'est très à la mode ces temps-ci. Il n'y a que 3 filles de l'école qui sachent les faire. Lorsque tu le regarderas, tu penseras à ta très grande amie, Diana Barry. Anne lut la note, embrassa le signet et expédia prestement sa réponse de l'autre côté de la classe. Diana, ma chérie, bien sûr que je ne t'en veux pas d'avoir obéi à ta mère. Nos esprits peuvent communiquer, eux. Je conserverai toujours ton joli cadeau. Minnie Andrews est une fort sympathique petite fille, bien qu'elle n'ait aucune imagination. Après avoir été l'amie de cœur de Diana, je ne peux pas être celle de Minnie. Ne fais pas attention aux fautes d'orthographe et de grammaire,
Je ne suis pas encore très bonne, mais je fais des progrès. À toi jusqu'à la mort, Anne ou Cordelia Shirley. PS, je dormirai avec ta lettre sous mon oreiller ce soir. Marilla, pessimiste, s'attendait à de nouveaux problèmes depuis qu'Anne avait recommencé l'école. Mais rien ne se produisit. Peut-être Anne avait-elle emprunté effectivement quelque chose de l'élève modèle. Minnie Andrews, en tout cas, elle s'entendit fort bien, à partir de ce moment-là, avec M. Phillips. Elle se lança dans l'étude corps et âme, bien décidée à ne stagner d'aucune façon derrière Gilbert Blythe. Leur rivalité devient de plus en plus évidente. Gilbert s'y prêtait sans malice aucune, mais il faut bien avouer, hélas, que l'on ne pouvait en dire autant d'Anne. Dévorée encore par une rancune tenace, bien peu digne d'éloge, elle se montrait aussi passionnée dans sa haine qu'elle l'était dans ses amours. Elle n'avait pas condescendu à admettre qu'elle souhaitait rivaliser avec Gilbert en classe. Le faire, en effet, aurait signifié qu'elle reconnaissait l'existence d'Udie Gilbert, ce qui n'était pas le cas. Mais la rivalité, elle, était bien réelle, et les meilleures notes et les récompenses allaient sans cesse de l'un à l'autre. Tantôt c'était Gilbert qui était le premier en orthographe, et tantôt c'était Anne qui remportait la palme. Tresse rousse tressautant d'orgueil. Un matin, Gilbert avait toutes ses additions justes et voyait son nom écrit au tableau noir sur la liste d'excellence. Le lendemain matin, Anne, s'étant démenée comme une diablesse toute la soirée avec ses nombres décimaux, récoltait les honneurs. Un jour abominable, ils se retrouvèrent à égalité, et l'on inscrivit leurs deux noms l'un à côté de l'autre. Il s'agissait d'une catastrophe presque aussi épouvantable qu'une annonce officielle. Et Anne en fut d'autant plus mortifiée que Gilbert s'en montra satisfait. Lorsqu'il y avait des examens écrits, à la fin de chaque mois, l'attente des résultats se faisait dans l'angoisse. Le premier mois, Gilbert l'emporta par 3 points. Le second mois, Anne le dépassa de 5. Mais son triomphe fut gâché par les félicitations que lui adressa publiquement Gilbert, devant l'école rassemblée. Elle l'aurait tellement préféré qu'il se tordit dans ses affres de la défaite. M. Phillips n'était peut-être pas un très bon instituteur, mais une élève aussi fermement décidée à apprendre qu'Anne ne pouvait que faire des progrès. À la fin du trimestre, Anne et Gilbert passèrent tous les deux en 5e année et furent autorisés à amorcer l'étude des vraies matières, c'est-à-dire le latin, la géométrie, le français et l'algèbre. En géométrie, Anne fit face à un véritable désastre. Sa bataille de Waterloo à elle. La géométrie est une matière vraiment épouvantable, Marilla, grogna-t-elle. Je suis sûre que je n'arriverai jamais à m'y retrouver. Il y a, là-dedans, pas la moindre place laissée à l'imagination. Et M. Phillips proclame que je suis la plus nulle de tous les élèves en géométrie qu'il n'ait jamais vu défiler. Je veux dire, certains se montrent tellement doués. C'est terriblement humiliant, Marilla. Même Diana s'en sort mieux que moi. Mais cela m'est égal d'être battue par Diana. Même si, maintenant, nous nous croisons ainsi que des étrangères. Je l'aime toujours d'un amour que rien ne peut éteindre. Cela me rend fort triste, à certains moments, de penser à elle. Mais en réalité, Marilla, on ne peut pas être triste bien longtemps dans un monde aussi palpitant, n'est-ce pas ?